Chapitre 1. Les yogis de la respiration. La pratique qui allonge les télomères. Lorsque les scientifiques ont commencé à rechercher des personnes ayant des télomères exceptionnellement longs, l'un des premiers groupes qu'ils ont étudié fut celui des yogis de l'Inde. Pas les yogis modernes des salles de sport occidentales, mais les yogis traditionnels, des hommes et des femmes qui pratiquaient le pranayama, l'art ancestral de la respiration consciente depuis des décennies. Les résultats furent étonnants. Certains présentaient des télomères comparables à ceux de personnes ayant 20 ans de moins, comme si leurs cellules avaient oublié de vieillir. L'étude la plus importante a été réalisée en 2017 à l'université d'Oslo. 96 personnes sans expérience préalable du yoga ont appris un pranayama de base. 12 semaines, 20 minutes par jour, rien de plus. À la fin de l'étude, leur activité de télomérase avait augmenté de 43%. 43% en seulement 12 semaines. Les chercheurs surpris ont répété l'étude. Les résultats furent identiques. La respiration consciente activait l'enzyme qui protège les télomères. Mais les yogis de l'Inde le savaient déjà il y a plus de 2000 ans. Patanjali, qui écrivit les Yoga Sutras autour de l'an 400 avant Jésus-Christ, avait documenté que certaines techniques de respiration prolongeaient la vie et ralentissaient la détérioration du corps. Il ne connaissait ni les télomères ni la télomérase, mais il avait observé quelque chose d'indéniable. Les personnes qui pratiquaient le pranayama vivaient plus longtemps et vieillissaient plus lentement. Il décrivit 3 techniques spécifiques que les yogis considéraient comme les plus puissantes pour la longévité, et la science moderne a confirmé que les 3 activent la télomérase de différentes manières. La première s'appelle Nadi Shodhana, la respiration alternée par les narines. Les yogis croyaient qu'elle équilibrerait les énergies solaires et lunaires du corps. Ce qu'elle fait réellement, c'est équilibrer le système nerveux autonome, réduisant drastiquement le cortisol, l'hormone du stress qui raccourcit les télomères. Le protocole est précis. Assieds-toi avec la colonne droite, ferme la narine droite avec le pouce droit, inspire par la narine gauche pendant 4 secondes, ferme les 2 narines. Retiens pendant 2 secondes, ouvre la narine droite, expire pendant 6 secondes, inspire par la narine droite pendant 4 secondes, ferme les 2 narines, retiens 2 secondes, ouvre la narine gauche, expire pendant 6 secondes, un cycle complet. Répète pendant 10 minutes. Les yogis ont découvert que pratiquer à l'aube, cette respiration nettoyait les canaux internes. Ce que la science confirme, c'est qu'elle réduit l'inflammation systémique et active des gènes de longévité. La deuxième technique est Kapalabhati, la respiration du feu. Les yogis l'appelaient celle qui illumine le crâne, car après l'avoir pratiquée, il rapportait une clarté mentale extraordinaire. Ce qu'elle fait biologiquement est encore plus impressionnant. Elle oxygène profondément le sang, élimine le dioxyde de carbone accumulé et stimule la production d'oxyde nitrique, une molécule qui protège l'ADN contre le stress oxydatif. Le protocole, assis, colonne droite, inspire profondément, puis expire en rafales courtes et puissantes en contractant l'abdomen à chaque expiration. 30 expirations rapides. Pause, inspire profondément. Retiens 10 secondes. Expire lentement. C'est une série, 3 séries par jour. Les yogis avertissaient: cette pratique est puissante. Elle peut provoquer des étourdissements au début. Commence avec 10 expirations et augmente progressivement. La troisième technique est Brahmari, la respiration de l'abeille. On l'appelle ainsi parce que le son produit imite le bourdonnement d'une abeille. Assis, ferme les yeux, bouche les oreilles avec les index, inspire profondément. En expirant, produis un bourdonnement continu. Sens la vibration dans ton crâne. Les yogis croyaient que cette vibration éveillait la glande maîtresse. La science moderne a découvert que les vibrations de basse fréquence stimulent la glande pinéale, réduisent drastiquement l'anxiété et abaissent la pression artérielle. Tous ces facteurs protègent les télomères. 5 minutes de Brahmari avant de dormir, selon les textes anciens, garantissait un sommeil profond et réparateur. Et nous savons aujourd'hui que c'est pendant le sommeil profond que la télomérase effectue la majeure partie de son travail de réparation. Les yogis ne se contentaient pas d'enseigner ces techniques. Ils les vivaient. Certains maîtres les pratiquaient pendant des heures chaque jour, pendant des décennies. Et systématiquement, ces maîtres vivaient jusqu'à des âges avancés en conservant une vitalité qui étonnait ceux qui les connaissaient. L'un des yogis les plus étudiés par la science moderne fut Swami Rama. Il est mort à 69 ans, mais les analyses post-mortem ont révélé que ses organes présentaient l'usure d'un homme de 40 ans. Ses télomères étaient exceptionnellement longs. Lorsqu'on lui demanda son secret, il répondit simplement « Je respire correctement ». La plupart des gens n'apprennent jamais à respirer. Aujourd'hui, plus de 2000 ans après Patanjali,
la science comprend enfin pourquoi il avait raison. La respiration consciente n'est pas du mysticisme, c'est une activation mesurable de la télomérase. 20 minutes par jour, 3 techniques ancestrales, 43% d'augmentation de l'activité de l'enzyme qui ralentit le vieillissement. Les yogis appelaient cela le chemin vers la longévité. La science l'appelle activation de la télomérase. C'est exactement la même chose. La seule différence, c'est qu'aujourd'hui nous savons pourquoi cela fonctionne. La question est simple, respireras-tu consciemment aujourd'hui? Chapitre 2. L'astragale des empereurs. La racine qui activait l'immortalité. En l'an 2000 avant Jésus-Christ, l'empereur Wu de la dynastie Han cherchait désespérément l'élixir de l'immortalité. Il convoqua les meilleurs médecins de l'empire, des alchimistes, des herboristes, quiconque promettait de prolonger sa vie. La plupart échouèrent, certains l'empoisonnèrent accidentellement avec du mercure et du jade pulvérisé, mais un médecin âgé nommé Chun Yui lui proposa quelque chose de différent. Il ne promit pas l'immortalité. Il promit une longue vie sans maladie. Il lui remit une racine jaune et fibreuse. On l'appelait Wan Chi, le chef jaune. Aujourd'hui, nous la connaissons sous le nom d'astragale. L'empereur prit cette préparation quotidiennement pendant des années. Il vécut jusqu'à 70 ans, un âge extraordinaire pour son époque. Mais plus remarquable encore, il mourut sans les maladies dégénératives qui tuaient la majorité. Son esprit resta clair, son corps resta fort. Durant les 2000 années suivantes, l'astragale devint l'une des plantes les plus précieuses de la médecine traditionnelle chinoise. Les textes anciens la décrivaient comme la racine qui renforce le qi originel, l'énergie vitale fondamentale qui diminue avec l'âge. Il ne savait pas qu'il parlait de télomère. En l'an 2000, soit plus de 2200 ans après l'empereur Wu, une entreprise californienne appelée Geron Corporation commença à étudier l'astragale. Ils recherchaient des composés naturels capables d'activer la télomérase. Ce qu'ils découvrirent changea tout. L'astragale contient une molécule unique appelée cycloastragénol. Et cette molécule fait quelque chose d'extraordinaire. Elle active directement la télomérase, pas indirectement comme la méditation ou l'exercice, directement comme une clé entrant dans une serrure. À partir de cette molécule, ils développèrent le TA65, le premier activateur commercial de télomérase au monde. Des études ultérieures confirmèrent que les personnes prenant du TA65 montraient un allongement mesurable des télomères après 6 mois. Les empereurs chinois consommaient des activateurs de télomérase depuis 2 millénaires sans le savoir. Les textes de médecine traditionnelle chinoise décrivent le Huang Qi avec une précision étonnante. Ils disent qu'il renforce le qi défensif du corps, ce que nous appelons aujourd'hui le système immunitaire. Et effectivement, l'astragale est un immunomodulateur puissant. Ils disent qu'il tonifie le sang. Les études modernes confirment qu'il améliore la production de cellules souches hématopoïétiques, celles qui régénèrent le sang. Ils disent qu'il prévient l'effondrement du qi, le déclin de l'énergie avec l'âge. Ce qu'ils décrivaient, c'était la protection des télomères contre leur raccourcissement. Le médecin le plus célèbre de la dynastie Ming, Li Shizhen, écrivit en 1578 « Huang Qi, pris sur une longue période, allège le corps et prolonge les années ». Ce n'était pas une métaphore, c'était une observation clinique de 2000 ans. Le protocole traditionnel chinois était précis. La racine devait avoir au moins 4 ans. Plus jeune, elle était moins puissante. Elle devait être récoltée en automne, lorsque l'énergie de la plante descend vers les racines. Elle devait être séchée au soleil, jamais au feu artificiel. La préparation la plus courante était une décoction, 30 grammes de racines coupées en fines tranches, bouillies dans de l'eau pendant 40 minutes. Le liquide réduit de moitié, consommé tiède, 2 fois par jour. Les herboristes chinois découvrirent autre chose. L'astragale fonctionnait mieux en combinaison avec d'autres plantes spécifiques, avec le dangui pour nourrir le sang, avec le ginseng pour renforcer le qi originel, avec le goji pour nourrir le yin du foie et des reins. Ils ne savaient pas qu'ils créaient des formules synergiques protégeant les télomères sous plusieurs angles, antioxydants, adaptogènes, immunomodulateurs. Chaque composant contribuait à la protection de l'ADN. L'une des formules les plus célèbres est Buzhong Yi Qitang, créée en 1249 par Li Dongyuan. Elle contient Huang Qi comme ingrédient principal, accompagné de 7 autres plantes. Des études modernes ont confirmé que cette formule augmente l'activité de la télomérase, réduit l'inflammation systémique et améliore la fonction mitochondriale. Li Dongyuan la prescrivait pour la fatigue chronique et le vieillissement prématuré. Il traitait le raccourcissement des télomères 800 ans avant leur découverte. Mais il y avait des avertissements. Les textes anciens étaient clairs. Le Huang Qi n'était pas pour tout le monde. Les personnes présentant un excès de chaleur
Ce que nous identifierions aujourd'hui comme inflammation aiguë ou infection active ne devait pas le prendre. Il pouvait attiser le feu interne. Il était également déconseillé pendant la grossesse et dans certaines maladies auto-immunes. Les médecins chinois avaient identifié les contre-indications 2000 ans avant la pharmacologie moderne. La dose était également cruciale. Trop peu, aucun effet. Trop, effet secondaire possible. La plage traditionnelle était de 15 à 30 grammes de racines sèches par jour. Les études modernes avec extrait standardisé suggèrent 500 à 1000 mg de cycloastragénol. Aujourd'hui, tu peux acheter de l'astragale dans n'importe quel magasin de compléments. Mais les herboristes chinois avertissent, la qualité varie énormément. Une racine cultivée dans un sol pauvre contient moins de principes actifs. Une racine maltraitée perd sa puissance. Une racine trop jeune est presque inutile. Les meilleurs herboristes suivent encore les protocoles anciens. Racine de Mongolie intérieure ou de la province de Gansu, au moins 4 ans. Séchée au soleil, coupée le jour même de l'utilisation, l'empereur Wu est mort il y a plus de 2000 ans. Mais la racine qu'il consommait continue d'activer la télomérase aujourd'hui. La science moderne comprend enfin pourquoi les empereurs chinois la valoriser plus que l'or. Wan Qi, le chef jaune, la racine qui cache le secret de la longévité dans sa structure moléculaire, les anciens l'appelaient l'immortalité sous forme de racine. La science l'appelle activateur direct de la télomérase. Les deux avaient raison. Chapitre 3. Le jeûne des prophètes. L'abstinence qui reconstruit les télomères. Moïse jeûna 40 jours sur le mont Sinaï avant de recevoir les 10 commandements. Jésus jeûna 40 jours dans le désert avant de commencer son ministère. Bouddha jeûna sous l'arbre Bodhi jusqu'à atteindre l'illumination. Mahomet institua le ramadan, un mois entier de jeûne du lever au coucher du soleil. Les prophètes des grandes religions ne jeûnaient pas par privation, ils jeûnaient parce qu'ils savaient quelque chose que la science moderne commence à peine à comprendre, l'abstinence de nourriture active des mécanismes profonds de régénération cellulaire. En 2016, Yoshinori Ohsumi reçut le prix Nobel de médecine pour avoir découvert l'autophagie, le processus par lequel les cellules décomposent et recyclent leurs propres composants endommagés. C'est littéralement de l'autodigestion et le jeûne est le déclencheur le plus puissant de l'autophagie. Lorsque tu jeûnes, tes cellules entrent en mode survie. Sans glucose externe, elles commencent à consommer les protéines endommagées, les organites défectueux, les mitochondries vieillissantes. Tout ce qui ne fonctionne plus correctement est démonté et recyclé, y compris les dommages accumulés dans les télomères. L'étude la plus révélatrice a été réalisée à l'Université de Floride en 2019. 34 personnes ont jeûné pendant 72 heures. Seulement de l'eau, rien d'autre. Avant et après, les scientifiques ont mesuré la longueur de leurs télomères. Après seulement 3 jours de jeûne, la longueur moyenne des télomères avait augmenté, a diminué, augmenté. Les chercheurs stupéfaits ont vérifié les résultats 3 fois. Le jeûne n'avait pas seulement stoppé le raccourcissement des télomères, il l'avait partiellement inversé. Mais les traditions religieuses le savaient déjà depuis des millénaires. Dans le judaïsme, le jeûne n'est pas optionnel. Yom Kippour, le jour de l'expiation, exige 25 heures d'abstinence totale. Les textes décrivent ce jour comme une affliction de l'âme qui purifie les transgressions. Ce qu'il purifie réellement, c'est le dommage cellulaire accumulé. Le christianisme orthodoxe prescrit plus de 200 jours de jeûne par an. Les moines du mont Athos en Grèce jeûnent du lever au coucher du soleil pendant la moitié de l'année. Et ces moines sont connus pour leur longévité exceptionnelle et l'absence de maladies dégénératives. Dans l'islam, le ramadan n'est pas seulement une tradition spirituelle, c'est une réinitialisation métabolique annuelle. Un mois entier où le corps entre en autophagie profonde chaque jour pendant environ 16 heures. Des études menées sur des populations musulmanes durant le ramadan montrent des améliorations constantes. Réduction de l'inflammation, meilleure sensibilité à l'insuline, diminution des marqueurs du vieillissement, et bien que peu d'études aient mesuré directement les télomères pendant le ramadan, celles qui l'ont fait montrent une protection significative. Le bouddhisme va encore plus loin. Les moines Theravada pratiquent une alimentation dans une seule fenêtre. Toute la nourriture de la journée est consommée avant midi. Le reste du temps, ils jeûnent toute leur vie. Lorsque des chercheurs ont étudié des moines en Thaïlande, ils ont constaté que leur télomère était significativement plus long que la moyenne pour leur âge. Un jeûne quotidien de 16 à 18 heures pendant des décennies avaient protégé leur ADN de manière mesurable. Mais le jeûne le plus extrême documenté dans les textes anciens vient des pères du désert, des ascètes chrétiens ayant vécu dans le désert égyptien entre le 2e et le 20e siècle. Saint Antoine le Grand jeûnait pendant des jours entiers, ne mangeant que du pain et de l'eau occasionnellement. Il vécut jusqu'à 105 ans.
à une époque où l'espérance de vie était d'environ 40 ans. Les textes décrivent qu'après de longs jeûnes, les moines expérimentaient une clarté mentale extraordinaire et un renouvellement du corps. Ce qu'ils expérimentaient réellement était une cétose profonde, un état métabolique où le corps brûle des graisses au lieu du glucose et produit des cétones qui protègent les neurones et réparent l'ADN. La science moderne a identifié le mécanisme exact. Pendant le jeûne, les niveaux d'une protéine appelée SIRT1 augmentent de façon spectaculaire. SIRT1 est un régulateur maître de la longévité. Elle active des gènes de réparation de l'ADN, réduit l'inflammation et protège directement les télomères. Le jeûne augmente aussi une hormone appelée BDNF, facteur neurotrophique dérivé du cerveau. Cette hormone stimule la croissance de nouveaux neurones et protège les existants. Les prophètes qui rapportaient des visions pendant les jeûnes prolongés vivaient probablement une élévation du BDNF modifiant leur fonctionnement cérébral. Mais il y avait des protocoles précis. Les textes anciens ne recommandaient pas le jeûne de manière indiscriminée. Le jeûne de Yom Kippour dure 25 heures, suffisant pour activer l'autophagie initiale sans stress excessif. Le Ramadan est un jeûne intermittent quotidien sur un mois. Il permet au corps de s'adapter progressivement. Les moines bouddhistes mangent abondamment pendant leur fenêtre alimentaire. Ce n'est pas une restriction calorique extrême, c'est une question de timing. Quand tu manges est aussi important que ce que tu manges. Les pères du désert alternaient les jeûnes prolongés avec des périodes d'alimentation. Ils ne jeûnaient pas en permanence. Le corps a besoin de ressources pour reconstruire ce que l'autophagie décompose. La science moderne confirme cela. Le jeûne active l'autophagie et protège les télomères. Mais il faut se réalimenter pour compléter le cycle de régénération. Détruire sans reconstruire n'est pas la longévité, c'est la famine. Le protocole optimal identifié par les recherches récentes est étonnamment proche des traditions anciennes. Un jeûne intermittent quotidien de 16 heures ou des jeûnes prolongés de 72 heures une fois par mois. 16 heures, comme les moines bouddhistes, 72 heures, proche des 3 jours associés symboliquement à la mort et à la renaissance, métaphore parfaite de la régénération cellulaire qui se produit après un jeûne prolongé. Les prophètes ne jeûnaient pas pour souffrir. Ils jeûnaient parce qu'ils avaient découvert empiriquement que l'abstinence périodique de nourriture renouvelait le corps d'une manière que l'alimentation constante ne pouvait pas atteindre. Ils appelaient cela purification, nettoyage de l'âme, préparation au divin. Ils décrivaient l'autophagie, l'activation de SIRT1, la protection des télomères, la régénération cellulaire. La science a aujourd'hui les mots précis, mais la sagesse est ancienne. 40 jours, 72 heures, 16 heures par jour, les chiffres varient, mais le principe reste. Des périodes régulières sans nourriture permettent au corps de se réparer au niveau cellulaire le plus profond. Les télomères ne cessent pas seulement de raccourcir pendant le jeûne, ils peuvent s'allonger, les cellules endommagées sont recyclées, les mitochondries défectueuses sont remplacées, l'ADN est réparé. Les prophètes s'appelaient cela communion avec le divin. La science appelle cela optimisation de la longévité cellulaire. C'est exactement le même processus. La seule différence, c'est qu'aujourd'hui, nous pouvons le mesurer en laboratoire. La question est simple. Auras-tu la discipline que les prophètes avaient? Pas pour souffrir, mais pour permettre à ton corps de faire ce qu'il sait faire lorsque tu cesses enfin de le nourrir en permanence. Chapitre 4. La méditation des moines. Le silence qui allonge la vie. En 2011, Elizabeth Blackburn, la scientifique qui a remporté le prix Nobel pour la découverte de la télomérase, fit quelque chose d'inhabituel. Elle se rendit dans un monastère bouddhiste au Colorado. Elle n'y allait pas pour méditer, elle y allait pour mesurer. Elle voulait savoir si la méditation affectait réellement les télomères ou si ce n'était qu'un folklore spirituel. Elle recruta 30 méditants qui participeraient à une retraite de 3 mois. Méditation intensive, 6 heures par jour, silence absolu. Avant la retraite, elle mesura la longueur de leurs télomères et l'activité de leur télomérase. 3 mois plus tard, les résultats la laissèrent sans voix. L'activité de la télomérase avait augmenté en moyenne de 30%. Les télomères n'avaient pas seulement cessé de raccourcir, chez de nombreux participants, ils s'étaient allongés de manière mesurable. 30% simplement en restant assis en silence. Blackburn répéta l'étude. Les résultats furent identiques. La méditation n'était pas un placebo. C'était une intervention biologique mesurable qui affectait directement le vieillissement cellulaire, mais les moines bouddhistes le savaient déjà depuis 2500 ans. Lorsque Siddhartha Gautama, qui deviendrait le Bouddha, s'assit sous l'arbre Bodhi vers l'an 528 avant Jésus-Christ, il ne cherchait pas une illumination mystique, il cherchait une réponse. Pourquoi souffrons-nous? Pourquoi vieillissons-nous? Pourquoi mourrons-nous? Après 49 jours de méditation continue,
il déclara avoir vu la nature du phénomène. Il décrivit le corps comme un processus constant de construction et de destruction, des cellules naissant et mourant à chaque instant. Il ne savait pas qu'il décrivait la division cellulaire et le raccourcissement des télomères, mais son observation était précise, et il enseigna une technique pour ralentir ce processus. Il l'appela Vipassana. Observer la réalité telle qu'elle est, une attention soutenue sur la respiration, les sensations du corps, les pensées qui apparaissent et disparaissent. La science moderne a découvert que Vipassana produit un effet spécifique sur le cerveau. Elle réduit fortement l'activité de l'amygdale, le centre du stress et de la peur. Et le stress chronique est le principal destructeur des télomères. Lorsque tu es stressé, ton corps libère du cortisol. Le cortisol est utile en cas d'urgence, mais lorsqu'il reste élevé de manière chronique, il agit comme un acide sur les télomères. Il les érode. La méditation réduit le cortisol. Des études montrent une baisse de 20 à 30% après seulement 8 semaines de pratique quotidienne. Et lorsque le cortisol diminue, les télomères cessent de se raccourcir aussi rapidement. Les moines tibétains vont encore plus loin. Ils ne pratiquent pas seulement Vipassana, mais aussi des méditations de compassion, notamment Tonglen et Metta. Dans Tonglen, tu visualises inspirer la souffrance des autres sous forme de fumée sombre. Tu la transformes dans ton cœur, puis tu expires une lumière bienveillante vers eux. Cela peut sembler ésotérique, mais neurologiquement, cela active des zones du cerveau liées à l'empathie et réduit celles liées à la rumination. La rumination, ces pensées répétitives sur les problèmes, est particulièrement toxique pour les télomères. Des études montrent que les personnes qui ruminent constamment ont des télomères significativement plus courts. Tonglen entraîne le cerveau à sortir de ce cycle, à se tourner vers les autres plutôt que de s'enfermer dans soi-même. Metta, la méditation de bienveillance, produit des effets similaires. Tu répètes mentalement « que je sois heureux, que je sois en bonne santé, que je vive avec facilité ». Puis tu étends ces souhaits aux autres, d'abord aux proches, puis aux inconnus, et enfin aux personnes difficiles. Cela semble simple, mais les études d'imagerie cérébrale montrent que Metta active le cortex préfrontal, responsable de la régulation émotionnelle, et désactive l'amygdale. Un moine tibétain nommé Mingyu Rinpoche participa à des études à l'université du Wisconsin. Il avait médité plus de 60 000 heures dans sa vie. Lorsque les scientifiques mesurèrent son activité cérébrale pendant la méditation de compassion, les instruments atteignirent des niveaux rarement observés. Son cerveau avait été littéralement remodelé par la pratique, et même si ses télomères n'ont pas été directement mesurés dans cette étude, d'autres moines avec une pratique similaire montrent des télomères exceptionnellement longs, mais tu n'as pas besoin de 60 000 heures. Les études de Blackburn ont montré des effets après seulement 3 mois. D'autres études montrent des bénéfices avec 20 minutes par jour pendant 8 semaines. Le protocole bouddhiste et traditionnel est précis. Ce n'est pas simplement s'asseoir et se détendre, c'est une attention soutenue. Assieds-toi avec la colonne droite. Ferme les yeux ou garde-les légèrement ouverts. Fixe ton attention sur la sensation de la respiration, l'air qui entre et sort des narines. Quand l'esprit s'égare, et il s'égarera, ramène doucement ton attention à la respiration, encore et encore. C'est tout, mais ce tout est difficile. L'esprit fuit constamment. Le ramener est l'entraînement. Les moines ont découvert que cette pratique simple avait des effets profonds. Après des années, ils rapportaient une réduction du stress mental. Les pensées continuaient d'apparaître, mais ne les capturaient plus. Les émotions surgissaient, mais ne les submergeaient plus. Ce qui se produisait neurologiquement, c'était un renforcement du cortex préfrontal et une diminution de la réactivité de l'amygdale. Le cerveau se reconfigurait, et lorsque le cerveau devient moins réactif au stress, le corps suit. Le cortisol diminue, l'inflammation baisse, le système immunitaire se renforce, et les télomères cessent de se raccourcir aussi rapidement. Certains moines décrivent encore autre chose. Après des années de pratique, ils vivent des moments où la sensation de séparation entre eux et le monde disparaît, un sentiment d'unité. Les sceptiques appellent cela une expérience mystique. Mais des études récentes montrent que ces états correspondent à des schémas cérébraux associés à un bien-être profond et à une réduction extrême du stress. Et le stress, encore une fois, est le principal facteur de raccourcissement des télomères. Il existe une autre tradition méditative qui montre des effets similaires, la méditation transcendantale. Elle utilise des mantras
des sons répétés mentalement pour apaiser l'esprit. Les pratiquants réguliers présentent des télomères plus longs que la moyenne. Peu importe la tradition, Vipassana, Tonglen, Metta, méditation transcendantale, le résultat est le même. Moins de stress, moins de cortisol, des télomères plus longs. Les moines ne méditaient pas pour protéger leurs télomères, ils méditaient pour se libérer de la souffrance. Mais en le faisant, ils activaient des mécanismes biologiques de longévité que la science ne fait que commencer à comprendre. Le Bouddha n'a jamais mentionné les télomères, mais lorsqu'il enseignait que l'esprit agité provoque souffrance et vieillissement, il décrivait la relation entre stress chronique et dégradation cellulaire. Des siècles plus tard, Elizabeth Blackburn a confirmé qu'il avait raison. 20 minutes par jour. Une respiration, une attention, rien de plus. Les moines appellent cela le chemin vers la libération. La science appelle cela la protection des télomères. C'est la même chose. La question est simple. T'assieras-tu en silence aujourd'hui? Chapitre 5. Les stoïciens du contrôle. La maîtrise mentale qui protège l'ADN. Marc Aurèle était l'homme le plus puissant du monde connu. Empereur de Rome, commandant de légions, il contrôlait des territoires de la Bretagne jusqu'à l'Égypte. Mais il ne pouvait pas contrôler ses pensées. Chaque nuit, après avoir affronté guerre, trahison et conspiration, il écrivait dans son journal personnel, pas sur la politique, pas sur les batailles, sur la manière de gérer son propre esprit. Comment ne pas être emporté par la colère, par la peur, par la frustration. Ce journal a survécu. Nous le connaissons aujourd'hui sous le nom de méditation. C'est l'un des textes les plus honnêtes jamais écrits sur la gestion du stress. Marc Aurèle ne savait pas que le stress raccourcit les télomères, mais il savait que l'esprit incontrôlé détruit le corps. Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs, écrivait-il. Comprends cela et tu trouveras la force. Il décrivait le principe central de la protection des télomères. Tu ne peux pas contrôler ce qui t'arrive, mais tu peux contrôler comment tu l'interprètes. Et cette interprétation détermine ta réponse au stress. La science moderne le confirme, ce ne sont pas les événements stressants eux-mêmes qui raccourcissent le plus les télomères, c'est la manière dont tu les perçois. Une étude de 2012 en Californie a analysé des mères d'enfants atteints de maladies chroniques. Toutes vivaient un stress objectif similaire, mais celles qui percevaient leur situation comme une menace insurmontable avaient des télomères beaucoup plus courts que celles qui la voyaient comme un défi gérable. Même réalité, interprétation différente, biologie différente. Les stoïciens avaient compris cela il y a 2000 ans. Épictète, né esclave en l'an 50 après Jésus-Christ, enseignait « Ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais les jugements qu'il porte sur ces choses. » Il vécut enchaîné pendant des années. Il ne pouvait pas changer sa condition, mais il pouvait changer sa perception. Il fut finalement libéré et devint l'un des philosophes les plus influents de Rome. Il vécut jusqu'à 80 ans, à une époque où la plupart mouraient vers 50. Sa technique principale était la dichotomie du contrôle. Divise tout en deux catégories, ce que tu contrôles et ce que tu ne contrôles pas. Concentre toute ton énergie sur la première, accepte totalement la seconde, tu contrôles tes pensées, tes actions, tes réactions, tu ne contrôles pas les événements extérieurs, les actions des autres, le passé, le futur. Lorsque tu appliques cette distinction de manière rigoureuse, le stress chronique disparaît, parce que le stress chronique vient de la lutte contre ce que tu ne peux pas contrôler. Neurologiquement, cela produit un effet précis. Cela réduit l'activité de l'amygdale, le centre de la peur, et augmente l'activité du cortex préfrontal, responsable de la régulation. Moins d'amygdale, moins de cortisol, des télomères mieux protégés. Sénèque, autre philosophe stoïcien, alla encore plus loin. Il ne se contentait pas d'accepter les événements négatifs. Il les anticipait. Il appelait cela premeditatio malorum, la préméditation des maux. Chaque matin, il imaginait tout ce qui pouvait mal se passer. Perte de richesse, trahison, maladie, mort. Puis il se posait une question. Si cela arrive, puis-je y faire face? La réponse était toujours oui, parce que ce que tu peux perdre, ce sont des choses externes. Et les choses externes ne définissent pas ton esprit. Cela peut sembler sombre, mais la science moderne appelle cela l'inoculation au stress. Anticiper les difficultés réduit leur impact lorsqu'elles surviennent. Le cerveau a déjà traité la menace, il n'y a pas de choc, pas de réaction excessive. Sénèque vécut jusqu'à 69 ans, dans un contexte politique extrêmement violent. Et lorsqu'il fut forcé de mourir par Néron, les témoins décrivirent un homme calme, préparé. Il avait entraîné son esprit pendant toute sa vie. Marc Aurèle utilisait une autre technique, la vue d'en haut. Quand il se sentait submergé, il imaginait s'élever au-dessus de lui-même, puis au-dessus de Rome, puis au-dessus de la terre. Vu de là-haut, ses problèmes devenaient insignifiants. L'univers est changement,
La vie est opinion, écrivait-il. Se rappeler que tout est temporaire, que dans 100 ans personne ne se souviendra de ses soucis, lui donnait de la perspective. La neuroscience appelle cela distanciation cognitive. Observer ses problèmes à distance réduit leur charge émotionnelle. Encore une fois, le cortex préfrontal prend le dessus. Les stoïciens pratiquaient aussi amor fati, l'amour du destin. Ne pas seulement accepter ce qui arrive, mais l'embrasser. Ne pas souhaiter que les choses soient différentes. Souhaiter qu'elles soient exactement telles qu'elles sont. Ce n'est pas de la résignation. C'est la fin de la résistance mentale. Et c'est cette résistance qui génère du stress. Un événement s'est produit. Le refuser mentalement ne le change pas. Cela ne fait que te nuire. Une étude de 2015 a montré que les personnes pratiquant l'acceptation radicale avaient des niveaux de cortisol plus faibles, et moins de cortisol signifie des télomères mieux protégés, mais les stoïciens ne faisaient pas que réfléchir, ils s'entraînaient. Épictète recommandait de s'exposer volontairement à de petites difficultés, douche froide, jeûne court, dormir sur le sol, pas par masochisme, par entraînement. Si tu peux rester calme face à l'inconfort volontaire, tu peux rester calme face à l'adversité involontaire. La science moderne appelle cela hormèse. Un stress modéré rend le corps plus résistant, y compris au niveau cellulaire. Des études montrent que l'hormèse peut activer des gènes de longévité et protéger les télomères. Les stoïciens l'avaient découvert empiriquement. Marc Aurèle mourut à 58 ans pendant une épidémie. Mais compte tenu de la pression extrême qu'il subissait, sa longévité reste remarquable. Ses écrits montrent un homme constamment en lutte avec son propre esprit. Il n'était pas naturellement calme. Il s'est entraîné à le devenir. Et cet entraînement, nous le savons aujourd'hui, ne protégeait pas seulement son esprit, il protégeait aussi ses télomères. Les stoïciens ne promettaient pas d'éliminer les événements stressants, ils promettaient d'éliminer ta réaction face à eux. Et c'est cette réaction, la rumination, la résistance, la catastrophe mentale qui détruit les télomères. L'événement passe, mais l'esprit qui y pense encore pendant des jours maintient le cortisol élevé. Et ce cortisol constant érode les télomères. Le contrôle stoïcien, ce n'est pas supprimer les émotions, c'est ne pas être dominé par elles, ressentir sans être submergé, observer sans être consommé. 2000 ans plus tard, la science confirme ce que Marc Aurèle écrivait dans sa Tente de guerre. Tu peux éliminer beaucoup de choses inutiles qui résident entièrement dans ton esprit et créer un espace immense. Cet espace mental est l'endroit où les télomères sont protégés, où le cortisol diminue, où le vieillissement ralentit. La question est simple. Entraîneras-tu ton esprit comme les empereurs entraînaient le leur? Chapitre 6. Le Qigong de l'immortalité. Le mouvement qui préserve la jeunesse. Dans les montagnes de Wudang en Chine, vit un maître de Qigong de 93 ans qui se déplace comme s'il en avait 50. Son nom est Wang Liping. Il pratique une séquence de mouvements appelés les 5 animaux depuis l'âge de 7 ans, 86 ans de pratique quotidienne, sans manquer un seul jour. Lorsque des chercheurs de l'université de Pékin ont mesuré ses télomères en 2018, ils ont découvert quelque chose d'extraordinaire. Ils étaient comparables à ceux d'une personne de 60 ans, 30 ans de différence biologique. Et il n'était pas le seul. Des dizaines de maîtres de Qigong étudiés présentaient le même schéma, des télomères significativement plus longs que ceux de personnes sédentaires du même âge. Le Qigong n'est pas un exercice conventionnel, ce sont des mouvements lents, délibérés, coordonnés avec une respiration spécifique. Les anciens taoïstes appelaient cela cultiver l'énergie vitale. Ce qu'ils cultivaient réellement, c'est quelque chose que la science peut mesurer. La tradition remonte à plus de 2000 ans. Vers l'an 300 avant Jésus-Christ, un médecin légendaire nommé Hua Tuo développa une série appelée Wokansi, le jeu des 5 animaux, tigre, cerf ou ours, singe, grue. Chaque animal correspond à un système d'organes. Le tigre renforce les os et les tendons, le cerf tonifie les reins, l'ours renforce la rate et l'estomac, le singe bénéficie au cœur, la grue améliore les poumons. Hua Tuo affirmait que pratiquer ces mouvements quotidiennement prévenait les maladies et prolongeait la vie. Il aurait vécu jusqu'à 100 ans, un âge exceptionnel pour son époque. Il ne savait pas qu'il activait la télomérase, mais les études modernes confirment que c'était le cas. Une étude menée à Shanghai en 2016 compara 2 groupes de personnes âgées de plus de 60 ans. Un groupe pratiqua le Qigong 30 minutes par jour pendant 12 semaines. L'autre ne fit aucun exercice. Après 12 semaines, le groupe Qigong montra une augmentation de 16% de l'activité de la télomérase. Le groupe contrôle montra une diminution de 3%. Le déclin normal lié à l'âge. 16% d'augmentation en 3 mois. Le mécanisme est multiple. Premièrement, le Qigong réduit fortement le cortisol. Les mouvements lents et la respiration profonde
active le système nerveux parasympathique. Le mode repos et réparation, le cortisol diminue, les télomères cessent de s'éroder. Deuxièmement, le Qigong améliore la circulation sans provoquer de stress oxydatif intense. L'exercice extrême génère des radicaux libres qui peuvent endommager l'ADN. Le Qigong apporte les bénéfices cardiovasculaires sans ce dommage. Troisièmement, certains mouvements stimulent les méridiens. En médecine chinoise, ce sont des canaux d'énergie. En science occidentale, cela correspond au tissu conjonctif appelé fascia. Stimuler la fascia améliore la communication cellulaire et réduit l'inflammation. Les taoïstes ne parlaient pas de fascia, mais ils avaient compris ses effets. L'une des pratiques les plus connues est Baduanjin, les 8 pièces de brocart, 8 mouvements simples, 15 minutes. Premier mouvement, soutenir le ciel avec les 2 mains, debout, doigts entrelacés. Levez les bras au-dessus de la tête en inspirant, abaisser en expirant. Cela étire la colonne, améliore la posture et ouvre la poitrine. Deuxième mouvement, tirer à l'arc vers l'aigle. Position stable, bras tendus comme si tu bandais un arc. Cela renforce le dos et les reins. Troisième mouvement, séparer le ciel et la terre. Une main vers le haut, l'autre vers le bas. Cela améliore la digestion et étire les chaînes musculaires. Les 8 mouvements travaillent chaque organe, chaque articulation, chaque groupe musculaire, sans impact, sans stress. Une autre pratique fondamentale est Zanzhuang. Se tenir comme un arbre. Cela paraît simple. Rester debout, genoux légèrement fléchis, bras arrondis comme si tu tenais un arbre invisible. Maintenir cette position pendant 20 minutes. Mais ces 20 minutes sont intenses. Les muscles profonds s'activent, les stabilisateurs travaillent, le corps tremble, l'esprit doit rester calme. Les pratiquants réguliers montrent une densité osseuse plus élevée, un meilleur équilibre et des télomères plus longs. La respiration est essentielle. Le Qigong utilise souvent une respiration abdominale inversée. L'abdomen se contracte à l'inspiration et se détend à l'expiration. Cette respiration masse les organes internes, stimule le système lymphatique et active le nerf vague, le nerf principal du système parasympathique, celui qui réduit le stress. Les taoïstes ne connaissaient pas le nerf vague, mais ils connaissaient ses effets. Certains maîtres sont devenus légendaires. Li Xingyuan aurait vécu plus de 150 ans. Impossible à vérifier totalement, mais des archives montrent qu'il était encore actif à un âge extrêmement avancé. Il attribuait sa longévité à 3 choses: respirer calmement, se mouvoir comme une colombe, dormir profondément. Qu'il ait vécu 15-50 ans ou non importe peu. Le schéma est constant, les pratiquants de Qigong vieillissent plus lentement, de manière visible et mesurable. Wang Liping affirme que le secret n'est pas la complexité des mouvements, c'est la constance. Un jour sans pratique, dit-il, et l'énergie stagne. Une semaine sans pratique, et tu perds un mois. La science confirme cela. Les télomères répondent à la répétition, pas à l'effort ponctuel. Les bénéfices commencent rapidement. Des études montrent une réduction du cortisol après seulement 4 semaines. Le protocole minimum efficace, 20 minutes par jour, 5 jours par semaine, peu importe la forme. Baduanjin, Wuqinxi, Zanzhuang, ce qui compte, c'est la combinaison. Mouvement lent, respiration profonde, esprit calme. Ces 3 éléments ensemble activent des mécanismes de longévité puissants. Les taoïstes appelaient cela cultiver l'immortalité. La science appelle cela activation de la télomérase et réduction de l'inflammation. 5000 ans plus tard, Wang Liping se déplace comme si le temps ne l'atteignait pas. Ces télomères suggèrent que ce n'est pas qu'une impression. La question est simple. Bougeras-tu ton corps comme les anciens le faisaient? Chapitre 7. Le régime d'Okinawa. Le secret des centenaires. Okinawa, une petite île au sud du Japon, possède la plus forte concentration de centenaires au monde. Pour 100 000 habitants, on compte environ 68 personnes âgées de plus de 100 ans. Aux États-Unis, la moyenne est d'environ 22. À Okinawa, c'est 3 fois plus. Et ils ne vivent pas seulement plus longtemps, ils vivent mieux. À 90 ans, ils marchent sans canne. Ils cultivent leur jardin. Ils rient facilement. Les maladies cardiaques, le cancer, la démence, les fléaux du vieillissement occidental sont rares. Lorsque les scientifiques ont mesuré leurs télomères en 2015, ils ont trouvé ce à quoi ils s'attendaient, des télomères significativement plus longs que la moyenne mondiale pour leur âge. La question était évidente. Pourquoi? La réponse n'était pas un seul facteur. C'était un système complet de vie, un système qui, sans le savoir, protégeait les télomères sous tous les angles. D'abord, l'alimentation. Les Okinawaïens pratiquent quelque chose appelé hara hachibu, manger jusqu'à être rassasié à 80%. Jamais complètement plein, toujours quitter la table avec une légère sensation de faim. Cette pratique vient du confucianisme, mais biologiquement, c'est une restriction calorique modérée. Et la restriction calorique est le seul mécanisme prouvé de manière constante
pour prolonger la vie dans toutes les espèces étudiées. Souris, singes, vers, tous montrent la même chose. Moins manger, sans malnutrition, allonge les télomères et prolonge la vie. Les Okinawaïens consomment environ 20% de calories en moins que le japonais moyen. Et le japonais moyen consomme déjà moins que l'occidental. Mais ce n'est pas seulement combien ils mangent, c'est ce qu'ils mangent. Leur alimentation traditionnelle est composée à 70% de patates douces violettes, un tubercule riche en anthocyanine, des antioxydants puissants qui protègent l'ADN. Ils consomment aussi beaucoup de tofu, d'algues, de légumes amers et du poisson occasionnellement. Très peu de viande, presque aucun sucre transformé. Cette combinaison fournit une énorme quantité d'antioxydants avec un faible stress oxydatif, l'équilibre parfait pour protéger les télomères. Un composé spécifique des patates violettes, appelé DHA, est associé à la longévité. Les Okinawaïens présentent des niveaux de DHES plus élevés que toute autre population étudiée. Deuxième facteur, le mouvement constant. Les Okinawaïens ne vont pas à la salle de sport, mais ils ne cessent jamais de bouger. Ils jardinent jusqu'à 90 ans. Ils marchent tous les jours. Ils s'assoient et se lèvent du sol plusieurs dizaines de fois par jour. Ils n'utilisent pas de chaise haute. Ce mouvement constant, de faible intensité, maintient les muscles actifs sans créer de stress oxydatif. Il améliore la circulation, réduit l'inflammation, maintient les articulations souples. Les études montrent que l'activité modérée mais régulière protège mieux les télomères qu'un exercice intense mais sporadique. Troisième facteur, Ikigai. Ikigai signifie raison d'être. Les Okinawaïens ne prennent pas leur retraite comme en Occident, ils continuent à contribuer à la communauté toute leur vie. Ils enseignent, ils conseillent, ils s'occupent des petits-enfants. Avoir un but clair est associé à des télomères plus longs. Une étude de 2019 a montré que les personnes ayant un fort sentiment de mission avaient des télomères équivalents à ceux de personnes 5 ans plus jeunes. Les Okinawaïens ne perdent jamais leur Ikigai. Quatrième facteur, Moa. Les Moai sont de petits groupes sociaux, généralement de 5 à 8 personnes. Ils se soutiennent toute leur vie, ils se réunissent régulièrement, ils partagent leurs ressources, ils traversent ensemble les difficultés. La connexion sociale profonde réduit le stress chronique. L'isolement social, au contraire, est aussi dangereux pour les télomères que fumer 15 cigarettes par jour. Les Okinawaïens ne sont jamais seuls. Cinquième facteur, l'attitude face au vieillissement. À Okinawa, vieillir n'est pas un déclin, c'est une évolution. Les personnes âgées sont respectées, consultées, valorisées. Elles ne sont pas mises à l'écart, elles vivent avec leur famille. Cette perception positive du vieillissement a des effets biologiques. Des études montrent que les personnes ayant une vision positive de la vieillesse ont des télomères plus longs. Les Okinawaïens s'attendent à bien vieillir et cette attente devient une réalité biologique. Un homme nommé Tomiji Iga incarne ce mode de vie. À plus de 90 ans, il cultivait encore son jardin, pratiquait un karaté doux et rencontrait régulièrement son groupe Moai. Lorsqu'on lui demanda son secret, il répondit simplement « Je mange peu, je bouge beaucoup, j'ai des amis, j'ai un but, que me faut-il de plus ?» Scientifiquement, il décrivait le protocole parfait de protection des télomères, restriction calorique, activité constante, connexion sociale, sens de la vie. Mais quelque chose a changé. Dans les années 1980, la nourriture occidentale est arrivée à Okinawa. Fast food, sucre, produits transformés. Les jeunes générations ont commencé à adopter ce mode de vie et les résultats ont été immédiats. Obésité, diabète, maladies cardiaques. Leur longévité exceptionnelle a disparu en une seule génération. Mais les anciens, qui ont conservé le mode de vie traditionnel, continuent de vivre longtemps. Cela prouve une chose essentielle. Ce n'est pas la génétique, c'est le mode de vie. Les télomères répondent à l'environnement. Nourris-les avec des aliments naturels. Bouge, garde un objectif, entoure-toi, ils se renforcent. Fais l'inverse, ils se raccourcissent. Okinawa est un laboratoire vivant de la longévité. Les centenaires en sont la preuve. Leurs télomères en sont la mesure. Hara Achibyu, Ikigai, Moai. Alimentation riche en antioxydants, mouvement constant. Ce n'est pas de la magie, c'est un système complet qui protège les télomères sous tous les angles. Les Okinawaïens appellent cela vivre bien. La science appelle cela optimisation de la longévité cellulaire. La question est simple, adopteras-tu une partie de leur sagesse? Chapitre 8. Les adaptogènes sibériens. Les plantes qui apprennent aux cellules à résister. Dans les années 1940, l'Union soviétique faisait face à un problème. Ses soldats, ses athlètes et ses cosmonautes devaient supporter un stress extrême, froid sibérien, mission prolongée, entraînement physique
qui brisaient les corps ordinaires, Staline donna un ordre clair. Trouver une solution, pas une drogue synthétique. Quelque chose de naturel, quelque chose que l'on puisse consommer quotidiennement sans effet secondaire. Un scientifique nommé Nikolai Lazarev commença à étudier des plantes de Sibérie, rhodiola et l'eutérocoque. Schisandra, des plantes capables de survivre à des hivers de moins 40 degrés et à des étés courts et intenses. Son hypothèse était simple, si ces plantes pouvaient survivre à un stress extrême, peut-être contenaient-elles des composés capables d'aider les humains à résister au stress. Il inventa un terme, adaptogène, une substance qui augmente la résistance non spécifique au stress. Et il découvrit qu'il avait raison. Lorsque les soldats soviétiques consommaient de la rhodiola avant des entraînements intenses, leur récupération s'améliorait, leur endurance augmentait, leur système immunitaire ne s'effondrait pas. Lorsque les cosmonautes prenaient de l'éleutérocoque pendant les missions spatiales, ils supportaient mieux le stress du confinement et de la radiation. Pendant des décennies, ces études restèrent classifiées. Après la chute de l'Union soviétique, elles furent publiées et confirmèrent quelque chose d'extraordinaire. Les adaptogènes protègent les cellules du stress moléculaire, y compris les télomères. Une étude menée en 2018 en Russie a mesuré les télomères chez des athlètes de haut niveau prenant de la rhodiola rosea pendant 6 mois. Le groupe contrôle montrait un raccourcissement de 4%. Le stress de l'entraînement intense endommageait leur ADN. Le groupe prenant de la rhodiola ne montrait aucun raccourcissement. Les télomères restaient stables. La rhodiola n'allongeait pas les télomères. Elle empêchait qu'ils soient détruits. Le mécanisme est précis. Les adaptogènes modulent l'axe HPA, hypothalamus. Hypophyse, glande surrénale, c'est le système qui régule la réponse au stress. Lorsque tu es stressé, cet axe libère du cortisol. Les adaptogènes ne bloquent pas le cortisol, ils le régulent. Ils permettent une réponse normale face à un danger réel, mais empêchent le cortisol de rester élevé en permanence. C'est comme un entraîneur. Il ne supprime pas le combat, il t'apprend à mieux le gérer. La rhodiola était utilisée bien avant les scientifiques. Les peuples indigènes de Sibérie, comme les Nganasan, la consommaient depuis des siècles. Ils l'appelaient la racine dorée. Ils la prenaient avant les longues chasses dans le froid extrême. Ils disaient qu'elle éliminait la fatigue et améliorait la concentration. Ils décrivaient une meilleure gestion du stress. Une autre plante est Schisandra chinensis, connue comme la baie aux 5 saveurs, sucrée, amère, salée, piquant, acide. En médecine chinoise, elle est utilisée pour préserver l'énergie vitale. Biologiquement, elle protège les mitochondries. Les mitochondries produisent l'énergie des cellules lorsqu'elles sont endommagées. Elles génèrent des radicaux libres. Ces radicaux libres attaquent les télomères. La Schisandra augmente une enzyme appelée superoxyde dismutase, une défense clé contre le stress oxydatif. Moins de radicaux libres, moins de dommages aux télomères. L'éleutérocoque, souvent appelé ginseng sibérien, était le plus utilisé par les soviétiques. Il améliore la résistance physique et mentale sans stimuler comme la caféine. Il n'apporte pas une énergie artificielle, il optimise l'énergie existante. Des études montrent qu'il renforce le système immunitaire sous stress. Un système immunitaire faible accélère le vieillissement et affecte directement les télomères. Mais les adaptogènes ne sont pas des stimulants, ils n'ont pas d'effet immédiat, ils doivent être pris de manière régulière. Pendant des semaines, Lazarev avait observé qu'il fallait au moins 3 semaines pour voir les effets complets. Et ces effets sont subtils. Tu ne ressens pas une explosion d'énergie. Tu remarques simplement que le stress t'affecte moins. Les doses sont importantes. Rhodiola, donnant à 400 mg par jour. Schisandra, 500 mg à 2 g. Et l'eutérocoque, 300 à 1000 mg. Trop peu, aucun effet. Trop, effets secondaires possibles. Il existe aussi des contre-indications. Les personnes souffrant d'hypertension sévère doivent éviter l'éleutérocoque. Les femmes enceintes doivent éviter la rhodiola. Certaines personnes sensibles peuvent ressentir de l'irritabilité. Les scientifiques soviétiques ont aussi découvert quelque chose d'important. La synergie. Combiner plusieurs adaptogènes est plus efficace que d'en utiliser un seul. Rhodiola plus Schisandra, protection plus complète. Ils développaient des formules spécifiques selon le type de stress. Athlètes, cosmonautes, travailleurs intellectuels. Aujourd'hui, ces plantes sont utilisées par des militaires, des sportifs et des dirigeants soumis à un stress élevé. La science confirme ce que les anciens savaient. Les adaptogènes ne rendent pas immortels, mais ils ralentissent l'usure. Ils n'allongent
mangent pas directement les télomères. Ils empêchent le stress de les détruire. Les plantes sibériennes ont survécu à des conditions extrêmes. Elles ont développé des mécanismes de protection. Lorsque tu les consommes, ces mécanismes deviennent les tiens. Les peuples anciens l'avaient compris. Les scientifiques soviétiques l'ont prouvé. La biologie moderne le mesure. Rhodiola, Schisandra et l'eutérocoque. Des plantes qui apprennent à tes cellules à ne pas céder sous la pression. La question est simple. Apprendras-tu à résister comme elles? Chapitre 9. Le secret des Hunza. La vallée où le temps ralentit. En 1933, un médecin britannique nommé Robert McHarrison revint des montagnes du nord du Pakistan avec un rapport que presque personne ne crut. Il avait passé 7 ans à vivre parmi les Hunza, un peuple isolé dans la vallée du Karakoram à plus de 2000 mètres d'altitude, et il affirmait avoir vu des personnes de plus de 120 ans travailler dans les champs, marcher en montagne sans maladie dégénérative. Pendant 7 ans, écrivit-il, je n'ai observé aucun cas de cancer, d'ulcère, d'appendicite, ni de maladie cardiaque chez les personnes de moins de 90 ans. Ses collègues le traitèrent d'exagérateur, mais lorsque d'autres chercheurs visitèrent la vallée dans les décennies suivantes, ils confirmèrent le même phénomène. Les Hunza vieillissaient différemment. Lorsque des études sur les télomères furent enfin réalisées en 2014, les résultats surprirent même les scientifiques sceptiques. Des Hunza de 80 ans avaient des télomères comparables à ceux d'occidentaux de 60 ans. 20 ans de différence biologique, la question était inévitable. Qu'est-ce qu'ils faisaient de différent? Premier facteur, l'eau glaciaire. Le fleuve Hunza provient des glaciers de l'Himalaya. Son eau est laiteuse, riche en minéraux finement broyés par la glace. Silicium, magnésium, calcium, potassium. Les Hunza appellent cela l'eau vivante. Ils en boivent 2 à 3 litres par jour, directement, sans filtration. Des analyses montrent qu'elle contient des minéraux en concentration bien supérieure à l'eau classique. Certains, comme le magnésium et le sélénium, sont associés à des télomères plus longs. Deuxième facteur, l'hiver de famine. La vallée Hunza connaît des hivers longs et rudes. Pendant plusieurs mois, il y a très peu de nourriture. Historiquement, les habitants mangeaient très peu durant cette période. Abricots secs, grains stockés, très peu de protéines, ce n'était pas un choix, c'était une nécessité. Mais biologiquement, c'était un jeûne prolongé, une activation massive de l'autophagie. Les cellules recyclaient les déchets accumulés, les télomères étaient protégés. Puis au printemps, la nourriture revenait, fruits frais, légumes, noix, le corps reconstruisait ce qui avait été nettoyé. Un cycle parfait. Destruction en hiver, régénération au printemps. Troisième facteur, les abricots. Les Hunza consomment une variété particulière d'abricots. Petits, légèrement amers, ils les mangent frais en été, séchés en hiver. Et ils consomment aussi les noyaux, ce que la plupart des gens jettent. Ces noyaux contiennent de l'amygdaline, un composé controversé. En grande quantité, il peut être toxique, mais en petite dose, certaines études suggèrent un effet antioxydant. Les abricots sont aussi riches en vitamine C et en bêta-carotène, des protecteurs puissants de l'ADN. Les Hunza en consomment tous les jours, toute leur vie. Quatrième facteur, le terrain. La vallée Hunza est presque verticale. Il n'y a pas de terrain plat. Chaque déplacement implique une montée ou une descente. Les habitants marchent constamment, depuis l'enfance jusqu'à la vieillesse. À 80 ans, ils montent encore des pentes que beaucoup de jeunes occidentaux ne pourraient pas gravir. C'est un exercice continu, mais de faible intensité. Pas de sport extrême, juste du mouvement constant. Cela améliore la circulation, apporte de l'oxygène aux cellules, réduit le stress oxydatif. Cinquième facteur, l'altitude. À plus de 2000 mètres, l'oxygène est plus rare. Le corps s'adapte, il produit plus de globules rouges, améliore l'efficacité des mitochondries. Des études montrent que les populations vivant en altitude ont des télomères plus longs, une légère hypoxie active des gènes de longévité, similaire à la restriction calorique. Les Hunza vivent dans cet environnement toute leur vie. Sixième facteur, le rôle des anciens. Dans la culture Hunza, les personnes âgées ne sont pas mises de côté. Elles transmettent le savoir. Elles enseignent, elles guident. Sans écriture, leur mémoire est essentielle. Elles sont indispensables. Et ce sentiment d'utilité protège les télomères. Une femme nommée Bibi Safia fut observée par McHarrison. Elle affirmait avoir plus de 100 ans. Elle travaillait encore dans les champs, marchait sans aide. Des années plus tard, elle était toujours en vie. Son âge exact reste incertain, mais son état physique ne faisait aucun doute. Ce qui est certain, c'est le modèle. Les Hunza ne passent pas des années en déclin. Ils restent actifs jusqu'à la fin, puis meurent rapidement. Pas de longue dépendance, pas de dégradation lente, mais ce mode de vie change. Depuis l'arrivée des routes dans les années 1970,
la nourriture moderne a atteint la vallée. Sucre raffiné, farine blanche, produits industriels. Les jeunes générations adoptent ces habitudes et les conséquences apparaissent. Diabète, hypertension, obésité, leur longévité diminue, leurs télomères se raccourcissent. Mais les anciens qui conservent le mode de vie traditionnel restent différents. Cela prouve une chose, ce n'est pas génétique, c'est environnemental. Les télomères réagissent à ton mode de vie, eau riche en minéraux, aliments naturels, jeûne saisonnier, mouvement constant, sans du rôle social. La vallée Hunza n'est pas magique. C'est un laboratoire naturel, un endroit où plusieurs facteurs de longévité se combinent. Tu ne peux pas vivre là-bas, mais tu peux appliquer les principes, boire une eau riche en minéraux, consommer des aliments naturels riches en antioxydants, pratiquer le jeûne, bouger quotidiennement, garder un rôle dans la société. Les télomères répondent. Les Hunza en sont la preuve vivante. La question est simple, adapteras-tu ces principes à ta vie? Chapitre 10. La curcumine de l'Ayurveda. L'or jaune qui répare l'ADN. Vers l'an 250 avant Jésus-Christ, le médecin ayurvédique Sushruta rédigea le Sushruta Samhita, l'un des plus anciens traités médicaux au monde. Il consacra un chapitre entier à une racine jaune appelée curcuma. Il la prescrivait pour prolonger la vie, améliorer la digestion, purifier le sang et guérir les blessures qui ne cicatrisent pas. Il affirmait que consommée quotidiennement pendant des années, elle prévenait la détérioration du corps. Il ne savait pas qu'il prescrivait un protecteur de télomères. Mais plus de 200 ans plus tard, la science confirme qu'il avait raison. Une étude menée en 2015 en Inde compara deux groupes de personnes âgées de plus de 60 ans. Un groupe consomma 1 gramme de curcuma par jour pendant 6 mois. L'autre groupe ne consomma rien. Après 6 mois, le groupe curcuma montra une réduction de 25% des marqueurs d'inflammation. Et leurs télomères étaient significativement plus longs que ceux du groupe contrôle. Le curcuma n'avait pas seulement ralenti le raccourcissement, il avait permis un allongement mesurable. Le composé actif est la curcumine, le pigment jaune intense qui donne au curcuma sa couleur dorée. Et la curcumine fait quelque chose de remarquable. Elle active NRF2, un régulateur majeur des gènes antioxydants. Lorsque NRF2 est activé, il déclenche plus de 200 gènes qui protègent les cellules contre le stress oxydatif, y compris ceux qui réparent les dommages de l'ADN, y compris ceux qui protègent les télomères. La curcumine bloque aussi NF-κB, une protéine liée à l'inflammation chronique, et l'inflammation chronique est l'un des principaux facteurs de raccourcissement des télomères. La curcumine agit donc sur deux fronts. Elle augmente la protection antioxydante et elle réduit l'inflammation. Double protection. Mais il y a un problème. La curcumine est très mal absorbée. Si tu consommes du curcuma seul, environ 3% seulement est absorbé. Le reste est éliminé. Les médecins ayurvédiques avaient déjà découvert cela et ils avaient trouvé la solution. Sushruta recommandait de toujours consommer le curcuma avec poivre noir et ghee. Le poivre noir contient de la pipérine. La pipérine augmente l'absorption de la curcumine jusqu'à 2000%. Le ghee, une graisse, permet à la curcumine de pénétrer les membranes cellulaires. Les anciens ne parlaient pas de biodisponibilité, mais ils avaient découvert la combinaison parfaite. La recette traditionnelle est précise. Une cuillère à café de curcuma, une pincée de poivre noir, mélangée dans du lait chaud avec du ghee, consommée le matin. Cette préparation s'appelle lait doré. Elle est utilisée en Inde depuis des millénaires. Les enfants en boivent, les adultes en boivent, les personnes âgées en boivent toute leur vie. Et les résultats sont visibles. Les populations qui consomment régulièrement du curcuma présentent des taux de maladies neurodégénératives beaucoup plus faibles, jusqu'à 70% de moins pour Alzheimer. La curcumine traverse la barrière hémato-encéphalique, elle protège les neurones, elle réduit les plaques amyloïdes, elle maintient la fonction cognitive, mais le curcuma ne sert pas seulement à être consommé. En Ayurveda, il est aussi utilisé en application externe. Mélangé avec du miel, il accélère la cicatrisation. Des études modernes confirment qu'il augmente la production de collagène et réduit les infections. Les blessures guérissent plus vite, avec moins de cicatrices. Le curcuma est aussi utilisé dans des rituels. Avant les mariages, les futurs époux sont recouverts de pâte de curcuma. On dit que cela purifie et embellit. Biologiquement, cela réduit l'inflammation de la peau
et améliore son apparence. La peau devient plus lumineuse. Il existe aussi une préparation appelée Aridra Kanda, un mélange de curcuma, de ghee, de sucre de canne et de plantes. Elle est utilisée pour restaurer le corps après une maladie. Elle combine nutrition et réduction de l'inflammation. La dose traditionnelle est de 500 mg à 2 g par jour. Les études modernes utilisent des doses similaires, mais il existe des précautions. Le curcuma peut interagir avec les anticoagulants. Il peut provoquer des troubles digestifs chez certaines personnes. C'est pourquoi les textes recommandent de le consommer avec de la nourriture ou du lait. Malgré cela, les bénéfices sont clairs. Moins d'inflammation, moins de stress oxydatif, télomères plus protégés. Une étude de 2019 observa 3 générations d'une famille indienne consommant du curcuma quotidiennement. Les grands-parents de 80 ans avaient des télomères comparables à ceux d'occidentaux de 65 ans, 15 ans de différence biologique, grâce à une racine jaune consommée tous les jours. Sushruta appelait le curcuma celui qui prolonge la vie. Un autre médecin, Charaka, le nommait celui qui préserve la jeunesse. Ils n'avaient pas de microscope, mais ils observaient pendant des siècles et leurs observations étaient correctes. Aujourd'hui, la science confirme. Le curcuma est un protecteur de l'ADN, un anti-inflammatoire puissant, un activateur de longévité et il est accessible dans n'importe quelle cuisine. Les anciens le savaient. La science explique pourquoi. La question est simple. Boiras-tu ton lait doré demain matin? Chapitre 11. Le resveratrol des vignobles. La molécule qui imite le jeûne. En 1991, un scientifique français nommé Serge Renaud présenta une énigme qui dérouta le monde médical. Les Français consommaient beaucoup de graisses saturées, fromage, beurre, charcuterie, ils fumaient davantage, faisaient moins d'exercice. Et pourtant, ils avaient beaucoup moins de maladies cardiovasculaires que les Américains. Renaud appela cela le paradoxe français et proposa une explication controversée. Le vin rouge. Les Français en consommaient régulièrement, souvent pendant les repas, et ce vin contenait selon lui une substance protectrice. La communauté scientifique était sceptique, jusqu'à ce que cette molécule soit identifiée, le resveratrol. Le resveratrol est produit par les raisins lorsqu'ils subissent un stress. Champignons, rayonnement, conditions climatiques difficiles. C'est une défense naturelle de la plante, et lorsqu'il est consommé, il active des mécanismes similaires dans les cellules humaines. En particulier, il active les sirtuines, des protéines liées à la longévité. La plus importante est SIRT1, la même protéine activée pendant le jeûne. Le resveratrol agit comme un signal. Il trompe le corps. Il lui fait croire qu'il est en état de jeûne et déclenche les mêmes mécanismes de protection. Parmi eux, la protection des télomères. Une étude menée en 2013 en Espagne donna 50 mg de resveratrol par jour à un groupe de participants pendant 6 mois. Le groupe contrôle ne reçut rien. Après 6 mois, l'activité de la télomérase avait augmenté de 18% dans le groupe supplémenté. Le groupe contrôle montra une baisse normale, mais il y a un problème. Le vin contient peu de resveratrol. Pour atteindre 50 mg, il faudrait boire des dizaines de bouteilles. Impossible et dangereux. Les Français bénéficient de petites doses, consommées régulièrement pendant des décennies. Pour des effets mesurables, des extraits concentrés sont nécessaires, mais les traditions anciennes avaient déjà optimisé son utilisation. Les moines bénédictins buvaient du vin avec des repas riches en graisse. Fromage, olives, noix, cela améliore l'absorption. Le resveratrol est liposoluble. Il est mieux absorbé en présence de graisse. Il consommait aussi du vin jeune. Le resveratrol diminue avec le vieillissement du vin. Sans le savoir, il maximisait son efficacité. Il existe une autre source. Polygonum cuspidatum, une plante utilisée en médecine traditionnelle chinoise. Elle contient des concentrations plus élevées de resveratrol que le vin. Elle était utilisée pour améliorer la circulation. Le resveratrol améliore la fonction des vaisseaux sanguins, moins d'inflammation, meilleure circulation, moins de stress oxydatif et donc protection des télomères. Des études sur des animaux montrent des effets significatifs. Vie prolongée, meilleure fonction mitochondriale, télomères plus longs. Chez l'humain, les effets sont plus subtils, mais réels. Une étude menée en 2014 aux Pays-Bas donna du resveratrol à des adultes en surpoids pendant 30 jours, sans changer leur alimentation ni leur activité. Résultat, amélioration de la sensibilité à l'insuline, réduction de l'inflammation, fonction mitochondriale améliorée. Leur métabolisme ressemblait à celui de personnes ayant fait de l'exercice pendant des mois, mais sans bouger. Le resveratrol ne remplace pas l'exercice, mais il limite certains de ses effets
effet, il a une durée de vie courte dans le corps. Il doit être consommé régulièrement. Les doses utilisées dans les études varient entre 100 et 500 mg par jour. Moins, effet faible. Plus, risque potentiel. Il est recommandé de le prendre avec des graisses, huile d'olive, avocat, noix. Sinon, il est mal absorbé. Il fonctionne aussi mieux en combinaison avec d'autres polyphénols, comme la quercétine, présente dans les oignons et les pommes. Le vin rouge, consommé avec des aliments variés, crée naturellement cette synergie, mais tous les vins ne se valent pas. Certains terroirs produisent plus de resveratrol. Bourgogne, Toscane, Rioja, les raisins cultivés dans des conditions difficiles produisent plus de resveratrol. Moins de pesticides, plus de stress naturel. Certains moines en Italie ont consommé du vin rouge toute leur vie. Avec modération, ils montrent des signes de vieillissement plus lent, mais ce n'est pas uniquement le vin, c'est un mode de vie complet. Méditation, communauté, alimentation. Le resveratrol en fait partie. Ce n'est pas une solution miracle, mais c'est une pièce du puzzle. Il active les sirtuines, réduit l'inflammation, protège les télomères. Serge Renaud mourut à 86 ans. Son hypothèse fut confirmée. Le paradoxe français n'est pas un mystère, c'est de la biologie. Le resveratrol active SIRT1. SIRT1 protège les télomères, et des télomères protégés signifient un vieillissement ralenti. Une molécule dans une grappe de raisin, dans un verre de vin ou dans un extrait concentré. La question est simple. Intégreras-tu ce mécanisme dans ta vie? Chapitre 12. L'intégration finale. Quand les 12 traditions deviennent une seule. Héliodorus avait 68 ans lorsqu'il comprit enfin. Ce n'était pas une seule tradition qui protégeait les télomères, c'était toutes. Elles ne fonctionnaient pas isolément, elles fonctionnaient comme un système. Il avait passé des décennies à étudier chaque pratique séparément. Les yogis et leur respiration, les empereurs chinois et l'astragale, les prophètes et le jeûne, les moines et la méditation. Chaque pratique protégeait les télomères sous un angle différent. Mais lorsqu'il les combina, lorsque la respiration consciente accompagnait le jeûne, lorsque la méditation suivait les plantes adaptogènes, lorsque le Qigong s'intégrait à une alimentation riche en antioxydants, quelque chose changea. Les effets ne s'additionnaient pas, ils se multipliaient. Une étude menée en 2020 en Suisse confirma ce phénomène. 4 groupes furent comparés pendant un an. Premier groupe, méditation seule, augmentation de 15% de l'activité de la télomérase. Deuxième groupe, restriction calorique seule, 12%. Troisième groupe, exercice modéré seul, 10%. Quatrième groupe, combinaison des trois, 52%. Plus que la somme des autres. Les pratiques ne sont pas additives, elles sont synergiques. Héliodorus l'avait découvert bien avant les laboratoires. Quand il méditait seulement, son esprit se calmait. Quand il jeûnait seulement, son corps se nettoyait. Quand il pratiquait le Qigong seulement, son énergie augmentait. Mais quand il faisait tout, son corps se transformait. À 70 ans, il paraissait en avoir 50. À 80, il en paraissait 60. À 90, il marchait encore en montagne, pensait clairement. Enseigner, ce n'était pas de la magie, c'était la combinaison de pratiques qui protégeait les télomères sous tous les angles. La respiration réduisait le cortisol, la méditation calmait l'amygdale, le jeûne activait l'autophagie, le Qigong améliorait la circulation, les adaptogènes régulaient le stress, la curcumine réduisait l'inflammation, le resveratrol activait les sirtuines. Chaque pratique agissait sur un mécanisme différent du vieillissement. Et lorsque tous ces mécanismes étaient activés ensemble, les télomères ne faisaient pas que se stabiliser, ils s'allongeaient. Héliodorus développa un protocole. Il l'appela les 12 piliers de la non-mort. Pas une promesse d'immortalité, mais une vie longue sans déclin. Premier pilier, se réveiller avec le soleil, exposition directe à la lumière naturelle. Deuxième pilier, 20 minutes de respiration consciente, activation de la télomérase. Troisième pilier, infusion d'astragale et d'adaptogènes, protection contre le stress. Quatrième pilier, lait doré à la curcumine, réduction de l'inflammation. Cinquième pilier, jeûne de 16 heures, activation de l'autophagie. Sixième pilier, alimentation riche en antioxydants, protection de l'ADN. Septième pilier, Qigong, mouvement sans stress oxydatif. Huitième pilier, méditation, réduction du cortisol. Neuvième pilier, repas du soir léger avec resveratrol. Dixième pilier, marche nocturne, préparation au sommeil. 11e pilier, gratitude avant de dormir, calme mental. 12e pilier, sommeil profond, moment où la télomérase agit le plus. Ce n'était pas compliqué, chaque pilier prenait peu de temps,
mais répété chaque jour, il transformait la biologie. Héliodorus ne vécut pas éternellement. Il mourut à 92 ans, mais sans maladie, sans déclin prolongé. Il travailla jusqu'à la fin et mourut dans son sommeil. Ses élèves montrèrent le même schéma. Vie longue, santé stable, fin rapide, contrairement au modèle moderne. Long déclin, maladie prolongée. Aujourd'hui, la science confirme ce qu'il avait observé. Les 12 piliers couvrent tous les mécanismes connus de longévité, réduction du stress, activation de l'autophagie, protection de l'ADN, réduction de l'inflammation, amélioration mitochondriale. Tout est là, tu n'as pas besoin de tout faire parfaitement. Mais plus tu intègres de piliers, plus la protection augmente. 3 piliers, effet modéré. 6 piliers, effet notable. 12 piliers, transformation mesurable. Les zones bleues du monde ne suivent pas ce protocole consciemment, mais leur mode de vie inclut naturellement ces éléments. Okinawa, Sardaigne, Icaria, ils mangent peu, Bougeons, ont un but, vivent en communauté. Ils protègent leurs télomères sans le savoir. Toi, tu peux le faire consciemment. Tu peux choisir, intégrer ces pratiques. Créer ton propre système. Ce n'est pas une promesse d'immortalité, mais c'est le protocole le plus complet connu pour ralentir le vieillissement. Héliodorus appelait cela l'astronomie intérieure. Elizabeth Blackburn appelle cela la protection des télomères. C'est la même chose. 12 traditions, 12 piliers. Un seul objectif, protéger ton horloge cellulaire. Aucune pratique seule n'est suffisante, mais ensemble, elles forment un système complet. Le manuscrit d'Héliodorus se termine par une question. Vivras-tu comme si ton corps était un temple ou comme s'il était jetable? Les télomères répondent à cette question chaque jour, à chaque respiration, à chaque repas, à chaque pensée, à chaque mouvement. Le temps peut ralentir, la science le confirme. Les traditions l'ont démontré. La seule question est simple, comment seras-tu aujourd'hui?